trop importants par rapport au nouveau-né à terme parce que lui, il n'a pas eu le temps de faire assez de réserves. Donc déjà, il est à l'extérieur, il n'y a plus de placenta pour lui apporter des besoins. Il doit faire sa digestion lui-même, mais en même temps, il a besoin de plus de calories pour qu'il puisse rattraper son poids de naissance. Donc normalement, tous les laits maternels que nous donnons là dans nos services, normalement, on doit l'enrichir. Donc plus loin dans le cours, je vais vous expliquer comment on enrichit le lait maternel ou le lait féminin. En dehors de ça maintenant, soit on donne du lait maternel ou bien du lait de mère, du lait féminin, excusez-moi, ou bien on donne du lait artificiel. Et dans ce cas, soit c'est le lait premier âge si c'est un nouveau-né à terme, ou bien c'est du lait pour prématuré si c'est un nouveau-né prématuré. Donc, pour la composition du lait, bon là c'est juste un tableau où je vous ai donné pour chaque 100 ml quelle est la différence en macronutriments pour le lait maternel, le lait enrichi et le lait prématuré. Donc, vous voyez que les laits artificiels, tels que le lait pour prématuré, sa teneur en protéines est plus élevée que le lait maternel, excusez-moi. Donc, par conséquent, sa teneur en calories est plus élevée que le lait maternel. Il est plus riche également en calcium que le lait maternel et en phosphore. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez favoriser le lait artificiel par rapport au lait maternel, parce que le lait maternel, vous pouvez l'enrichir. Et normalement, c'est ce qui doit se faire. Donc, il y a ce qu'on appelle les laits spéciaux. Ça, on vient juste de faire le cours sur ça. Donc, je ne vais pas revenir sur l'indication de ces laits spéciaux. Maintenant, comment se fait la supplémentation? Comme je l'ai répété tout à l'heure, il y a Mamine même qui avait posé la question, c'est-à-dire dans quel cas on doit supplémenter en vitamine D. Donc, on supplémente en vitamine D les nouveau-nés qui sont nourris, qui sont sous allaitement maternel exclusif, ou bien les nouveau-nés qui font de l'allaitement mixte, c'est-à-dire à la fois artificiel et maternel. Si l'enfant ne reçoit que de l'allaitement, que du lait artificiel, on n'a pas besoin de supplémenter parce que les laits artificiels sont très bien supplémentés en vitamine D. La vitamine K, c'est 1 mg en IM, quel que soit le poids et la gestationnelle du nouveau-né. Donc, ça, c'est juste un rappel. Donc, pourquoi on donne la vitamine ADEC? Donc, normalement, c'est la vitamine D qu'on doit donner à l'enfant qui est sous allaitement maternel exclusif ou sous allaitement mixte. Mais malheureusement, ici au Sénégal, je dirais, je ne sais pas dans les autres pays, mais ici au Sénégal, il n'y a pas de conditionnement de sirop ou de suspension buvable disponible qui contient que de la vitamine D, malheureusement. Donc, à l'extérieur, eux, ils ont de l'uvestérol D. Donc, mais nous, ici, nous, on n'a pas de conditionnement de vitamine D uniquement. Donc, on n'a que l'uvestérol ADEC et c'est ça qu'on donne aux enfants. Donc, là, l'uvestérol ADEC qu'on donne aux bébés, c'est uniquement pour la vitamine D. Mais en même temps, il va bénéficier des vitamines A, E et C qui sont présents dans cette formule-là. Donc, quand est-ce qu'on doit introduire les vitamines? Vous devez introduire les vitamines après 48 heures de bonne tolérance alimentaire. Pourquoi? Parce que l'osmolarité de ces vitamines-là, de ces solutions est élevée. Donc, chez un nouveau-né, quand vous débutez l'alimentation digestive, que ce soit orale ou entérale, les 2 premiers jours, il ne faut pas débuter la vitamine. Il faut donner que du lait pur. Vous attendez 48 heures, vous évaluez. Si vous voyez que l'enfant a bien toléré, maintenant, vous pouvez introduire les vitamines. Pourquoi? Parce que si vous introduisez les vitamines trop tôt avec leur osmolarité élevée, ils peuvent favoriser une entérocolite ulcéronécrosante. Donc, le fer, il est systématique que chez le prématuré ou bien chez un nouveau-né à terme, chez qui la carence en fer a été objectivée, confirmée. Donc, les nouveau-nés prématurés, vous le savez ça mieux que moi, du fait de leur anémie multifactorielle. Je ne vais pas revenir sur les causes. On les supplémente en fer, 2 à 5 mg par kilo par jour. On peut même commencer des J10. Des J10, on peut commencer à les supplémenter. Donc, quand est-ce qu'on supplémente en sodium? C'est lorsque l'enfant a une hyponatrémie qui n'est pas symptomatique. Vous n'avez pas besoin de faire des bolus de sodium IV. On fait le traitement IV qu'en cas d'hyponatrémie symptomatique. Si l'hyponatrémie n'est pas symptomatique, on donne par voie orale. Le phosphore aussi, si l'enfant a une hypophosphorémie, on peut enrichir le lait maternel parce que la quantité de phosphore dans le lait maternel est faible. Maintenant, quand est-ce qu'on débute l'alimentation orale entérale? Pour l'alimentation entérale, on peut la débuter n'importe quand. Il suffit juste de placer une sonde gastrique.
Mais pour faire de l'alimentation orale, je vous ai dit dans la définition, alimentation orale, c'est donner le lait par la bouche. Il faut que l'enfant soit stable sur le plan cardio-respiratoire, qu'il y ait une bonne adaptation digestive et qu'il y ait une bonne coordination de la succion et de la déglutition. Donc, je me répète, la nutrition orale, c'est-à-dire tout ce qui est biberon, tasse, cuillère, seringue, ça c'est oral parce que le lait passe d'abord par la bouche. Il faut que l'enfant soit stable sur le plan cardio-respiratoire et qu'il ait une bonne coordination, succion, déglutition. Si vous n'avez pas ça, il faut alimenter par voie entérale, c'est-à-dire placer une sonde gastrique. Donc, pourquoi on doit alimenter précocement? Normalement, un nouveau-né, on peut l'alimenter même un nouveau-né prématuré, on peut l'alimenter le jour même de la naissance. Parce qu'on a vu que les études ont montré que lorsqu'on débute l'alimentation très tôt, ça entraîne une maturation intestinale et ça majore les capacités de digestion et la tolérance alimentaire chez l'enfant parce que ça va stimuler le microbiote intestinal. Donc, normalement, on doit alimenter. On peut alimenter même le jour de la naissance du nouveau-né prématuré. L'essentiel, c'est de faire maintenant de la minimal feeding entérique, c'est-à-dire de donner la plus petite quantité de lait nécessaire pour stimuler la digestion. Donc, c'est faire de la nutrition non trophique. Voilà, et c'est ce qui est développé sur cette diapositive-là. Donc, la minimal feeding entérique, c'est la plus petite quantité de lait qu'on doit donner au nouveau-né prématuré pour stimuler la digestion. Donc, cette minimal feeding entérique, ce n'est pas à but nutritif. Ce n'est pas pour faire grossir le bébé. C'est juste pour stimuler la digestion, le temps que l'enfant tolère le lait que tu lui donnes. Et maintenant, à partir du 3e, 4e jour de tolérance, tu peux augmenter maintenant la quantité de calories que tu donnes à l'enfant. Et là, maintenant, c'est à but nutritif. Donc, la minimal feeding entérique, c'est 12 à 25 ml par jour. Excusez-moi, ml par kilo par jour. J'ai oublié de mettre ml par kilo par jour. Par exemple, si c'est un nouveau-né que vous venez de recevoir, il a 1000 grammes, vous voulez faire de la minimal feeding entérique, donc juste stimuler la digestion. Si vous donnez 10 ml par kilo par jour, 10 ml par kilo par jour, si tu multiplies 10 par 1 kilo, c'est 10 ml. Donc, c'est 10 ml que tu dois lui donner, que tu vas répartir, par exemple, à 3 repas. Tu vas donner 3 repas toutes les 8 heures. Donc, ça, ce n'est pas à but d'aliment nutritif. Ce n'est pas pour faire grossir le bébé. C'est juste pour stimuler la digestion. Donc, les bénéfices de la minimal feeding entérique, c'est comme je l'ai dit, ça permet de développer le microbiote intestinal, de favoriser la maturation intestinale, ça permet une prise de poids plus rapide et un meilleur poids de sortie, ça diminue la durée d'hospitalisation parce que l'enfant va tolérer rapidement l'alimentation et avancer rapidement sur le plan digestif, et ça diminue maintenant le risque d'infection nosocomiale parce qu'on va arrêter rapidement la nutrition parentérale chez cet enfant-là et enlever tout ce qui est voie veineuse. Donc, à quel rythme on doit alimenter maintenant? Soit on fait de l'alimentation continue ou on fait de l'alimentation discontinue. Si on fait de l'alimentation continue, forcément, c'est par pousse-seringue électrique. Donc, j'espère que vous savez tous qu'on peut donner l'alimentation par pousse-seringue. C'est-à-dire, on place la sonde gastrique et on branche la sonde au niveau d'une seringue pré-remplie avec du lait qu'on place au niveau du pousse-seringue électrique. Donc, l'alimentation peut être continue par pousse-seringue électrique. Donc, soit le lait va passer sur 1 heure de temps, ou bien il va passer sur 2 heures de temps, ou bien il passe sur 3 heures de temps, ou bien il passe continuellement sur 24 heures. C'est possible. Maintenant, si on décide de faire de l'alimentation discontinue, là, ça va être par gavage. Et c'est plus ce qu'on voit dans les services, c'est-à-dire par bolus. L'infirmière prend la seringue.